Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans l'International. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Bienvenue Matumo de la Lucha. Avec lui, nous allons parler un peu des mouvements citoyens. Comme vous le savez, le régime a changé, l'alternance a eu lieu. Est-ce que ces mouvements citoyens ont encore leur raison d'être? Et même l'International, nous allons essayer aussi d'ouvrir un peu la brèche, voir un peu si encore aujourd'hui ces mouvements citoyens ont de l'impact en Afrique, parce que dans plusieurs pays africains, il y a eu des élections, au Sénégal, partout ailleurs, et on ne sent plus vraiment ces mouvements citoyens en action ces derniers temps. Très heureuse de vous recevoir. Bienvenue. Merci madame pour l'invitation. Voilà, bienvenue, vous revenez d'Europe et tout ça. Les mouvements citoyens, on en parle et on dit qu'il y a maintenant beaucoup à dire de ce mouvement, à boire et à manger dans les mouvements citoyens aujourd'hui. Alors, comment se porte la lucha en fait? Il y a combien de lucha aujourd'hui? Bienvenue maintenant. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content de revenir à Kinshasa. Je vais aller à Goma et à Bukavu. Je pense que lucha se porte très bien. Lucha est en activité et en action. Et nous sommes sur l'action contre la surfacturation des compagnies de télécommunications. RTL, comme vous savez, RTL, c'est un exemple qu'on a pris à l'est du pays. Ici, on va prendre Vodacom, parce qu'on essaie de voir quel est le réseau qui est plus consommé dans les coins. Après, nous sommes aussi sur les thématiques de la sécurité à Beni. On a remis un mémorandum au président de la République lors de son passage à Beni. On est sur la question de Goma, de sécurité urbaine. On est aussi, pour l'instant même, nous travaillons sur la question de solidarité avec Kalehe. On a lancé des collectes de fonds. Les gens nous ont demandé de lancer cette activité pour permettre aux Congolais de participer à cette solidarité. Combien de lucha aujourd'hui? Il n'y a pas de lucha, il n'y a pas plusieurs luchas. Il y a une lucha qui existe, dans laquelle moi j'appartiens, et qui essaie de militer depuis 2012 et qui prépare son 7e anniversaire le 1er mai 7e anniversaire déjà. 2019. Ouais. Voilà, donc l'International, on s'ouvre un peu, vous le savez, il y a eu il y a quelques jours l'incendie de Notre-Dame de Paris. On a vu les réactions des parts et d'autres, et comme à l'accoutumée, l'émotion a pris la place deux fois sur la raison. Beaucoup d'Africains se sont dit comment les Occidentaux ont pu rassembler à un clin d'œil plus d'1 milliard de dollars pour rebâtir de simples murs, et pourtant il y a des gens qui meurent. Vous avez pris l'exemple de Kaélé chez nous en République du Congo. Comment ces différences, comment les Occidentaux parviennent à aider les leurs, quand je dis les leurs, en un clin d'œil, et chez nous, on sent cette lourdeur. Vous avez organisé cette opération pour Kaélé. Déjà, combien vous avez obtenu et pourquoi nous ne sentons pas solidaires? Comment les Africains n'agissent pas en un clin d'œil pour aider les leurs? Pourquoi cette différence entre les Occidentaux et les Africains? Moi, je pense que c'est une prise de conscience collective. Les Occidentaux ont réussi à se mettre d'accord sur certaines situations qui frappent leur pays. Que ce soit les attentats, que ce soit les incendies, pareil, que ce soit des cas de noyades. Ils s'organisent en tant que peuple pour montrer la solidarité à ceux qui sont en difficulté. Et il revient à nous, peuple congolais, de s'organiser pour afficher la solidarité à des populations qui sont en difficulté. Ce n'est pas le premier naufrage qui s'abat sur les eaux congolaises. À Maïndombe, il y a toujours des naufrages. Si la rivière Chopo-Yana, et beaucoup d'autres qui se commettent. Il y a des accidents sur les rails au Kasaï. Mais on ne sait pas toujours une forte mobilisation des Congolais pour exprimer la solidarité à ceux qui ont été des victimes, mais aussi pour surtout amener les autorités à améliorer les conditions de transport dans notre pays. Et donc nous, on a fait ce qu'on peut. Nous, Lucha, on organise... Est-ce que vous avez déjà obtenu quelque chose de Alors, je ne suis pas... Il y a déjà qui ont commencé à envoyer, mais nous demandons aux gens de pouvoir se mobiliser, d'envoyer ces petits fonds, ces contributions. Ça va soulager ces victimes, mais surtout c'est un thème de symbole, parce qu'on ne peut pas soulager celui qui a perdu son frère. Oui, mais c'est surtout un thème de symbole pour montrer que nous sommes peuple, nous compatissons avec vous. Nous sommes de cœur avec vous. On doit cesser d'être une population, on doit être un peuple. Un peuple s'est réuni autour d'un malheur qui frappe un de leurs. Et donc, on l'a fait,
Et nous sommes en collaboration avec la fondation Bomonkou, que préside Madame Cheroufa. D'ailleurs, j'ai salué sa collaboration. Du moment où elle a lancé, nous avons lancé aussi, on s'est vite compris, on a mis en place des termes de collaboration. Et j'espère qu'on va faire scoper, attaquer peuple. Et ce matin, nous avons envoyé une équipe dans les différents villages à Kalehe, des amis qui vivent à Idjou et à Bukavu et à Goma, pour aller s'imprégner des réalités et voir comment est-ce que nous pouvons apporter cette contribution à ces personnes-là. Le chef de l'État revient d'ailleurs de là, il a remis quand même sa contribution aussi, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est en tout cas ça nage dans les 57 000 $, merci à Yachibambe, donc pour la population de Kaélé. J'y reviens, on nous accuse, nous aussi médias, de ne pas permettre la tautologie, de ne pas médiatiser ce qui se passe chez nous. Nous avons vu, je reviens à Paris parce que c'est l'événement le plus récent, pendant presque toute une journée, une demi-journée, la soirée, il y a eu, comment dire, les programmes ont été bouleversés, il y a eu tout le changement de dans toutes les chaînes de France et tout ça, et même Macron qui devait parler le même jour a dû surseoir son discours pour aller visiter la cathédrale et tout ça. La faute, on dit, c'est nous les médias, parce que nous ne faisons rien, nous ne parlons jamais de ce qui se passe chez nous. Est-ce que vous, de la lucha, vous sentez aussi cet abandon, je peux me le permettre, des médias congolais face au drame qui nous arrive? Oui, il faut admettre quand même que la presse congolaise ne joue pas pleinement son rôle. Il y a une presse qui essaie d'aller vers l'information pour informer les gens, pour essayer de couvrir les drames, mais on ne sait pas des programmes être bouleversés pour consacrer des éditions spéciales, comme on le fait dans d'autres chaînes, pour consacrer, pour faire parler les victimes, pour qu'ensemble, Attaque Peuple, nous cherchions des solutions. Même, je n'ai pas vu, par exemple, une édition spéciale de la RTNC. En principe, c'est notre chaîne publique. On devait convoquer les ministres des Transports, les ministres de l'Intérieur, les ministres, je sais pas moi, des communications, qui viennent nous dire comment ils expliquent les spécialistes, ils interviennent. Et après, dans tous ces débats, on va trouver des issues qu'on peut proposer au chef de l'État pour remédier à la situation. Parce qu'il ne suffit pas de remettre 57 000 $ aujourd'hui. Et quelques gilets jaunes. Mais si on arrive pas... quelques gilets de sauvetage. Voilà, quelques gilets de sauvetage. Et si on n'arrive pas à améliorer les conditions de navigation sur les zones congolaises, si on n'arrive pas à éduquer les personnels qui travaillent dans le port, mais aussi, il faut qu'on fasse une éducation vis-à-vis du peuple. Comment est-ce que le peuple doit se comporter quand le peuple est sur les eaux congolaises, ou bien l'ensemble des transports, que ce soit sur les routes, les voies ferrées ou même l'espace aérien. Comment les âgés doivent se comporter? Jusqu'à aujourd'hui, on utilise des pirogues. C'est quand même incroyable, on utilise des pirogues en plein 21e siècle. Oui, le problème, moi mon propos n'est pas de condamner les pirogues, mais est-ce que... Non, mais quand même... Oui, mais est-ce que ces pirogues répondent aux normes de navigation? Si ce sont des pirogues motorisées, ça sous-entend quand même, ils répondent à un certain niveau à des normes de navigation. Mais il faut qu'il y ait des stricts contrôles qui sont effectués par les agents de l'État qui sont commis au port, et que les tenanciers de ces pirogues soient sensibilisés pour ne pas aller au-delà. Parce que le problème ici a été la charge sur le nombre de personnes sur les pirogues. Du coup, ça crée dans les eaux de la Kivu, il y a une vague qui se commet, ça peut créer des naufrages. Voilà. Donc la faute revient à la fois à l'État, à travers ces agents qui n'ont pas agi, mais aussi... Et le coût aussi, hein, un frère m'a dit tout à l'heure que le coût contribue aussi dans cette histoire, parce que ça coûte à peu près 2000 francs de quitter l'île d'Idjou, il m'a dit, c'est à peine 2000 francs, mais quand il faut prendre un bateau assez sécurisé, c'est dans les 15-20 $. Donc, est-ce que l'État congolais ne peut pas construire des bateaux et tout ça, et offrir à cette population à des coûts assez prohibitifs comme ça? C'est quand même... incroyable. Oui, je pense sincèrement que c'est parmi les services publics qu'on doit rendre à la population. C'est aussi les permettre à se mouvoir à une mobilité entre les villages, entre les villes. Et donc, dans le programme de 100 jours, malheureusement, on n'a pas vu la construction de nouveaux ports sur la Kivu. Mais le président de la République a promis qu'on va pouvoir construire des ports sur les différents villages qui abordent, sur le littoral de la Kivu. On espère qu'il va le faire. Et il faut que ces services publics soient à même d'être financés par les citoyens, c'est-à-dire que les coûts du billet doivent
être en cohérence avec le pouvoir d'achat des citoyens. Exactement. Oui, mais si quelqu'un est pauvre, difficilement il a 2000 francs, vous mettez un billet à 5 $, il ne marchera pas. Il va chercher des moyens clandestins pour... il va risquer sa vie. Donc il est essentiel que le gouvernement améliore les conditions de navigation, mais globalement, il faut qu'il y ait une politique de transport et de communication dans le pays. Nous, dans la Fathimétrie, on essaie de revenir sur les réformes. Je vais vous poser une question d'ailleurs personnellement par rapport à la Fathimétrie. Mais revenons un peu à l'international, l'esprit de cette émission. On reproche aussi à beaucoup d'Africains, à beaucoup de Congolais, sur les réseaux surtout, nous qui sommes dans les réseaux, cette empathie quand il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur. Nous avons vu, je reviens avec l'incendie de la cathédrale, il y a eu des Congolais qui ont réagi, qui étaient assez tristes par rapport à cet événement. Ce qui se passe ailleurs, les Congolais réagissent. Et on nous reproche, nous souvent, d'avoir trop d'empathie par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et d'être assez froid quand il y a quelque chose qui se passe chez nous. Et contrairement à ça aussi, les étrangers ne nous aident pas. 1 milliard de $ pour reconstruire la cathédrale, mais aucun argent, par exemple, pour aider la population affamée de l'Est ou tout ça. Pourquoi cette condamnation? Alors moi, je pense qu'on doit décoloniser la mentalité des Africains. Je pense qu'on est encore dans les schémas de la colonisation où on pense que... interdit, je pose la question pratiquement, est-il interdit à un Africain de se sentir concerné quand il y a un drame à l'extérieur? Non, il n'est pas interdit. Les sentiments humains doit être affiché lorsqu'il y a un problème, il y a un drame. On ne peut pas interdire à un citoyen du monde de pouvoir manifester sa solidarité à un peuple, à un citoyen qui a été victime d'une situation, d'une catastrophe naturelle ou bien d'un incendie ou bien d'un acte terroriste. Donc moi je pense que là n'est pas le problème. Le problème c'est de dire, est-ce que les Africains qui ne compatissent pas avec les Africains ont les formations? Je ne pense pas. Le problème encore c'est vous les médias. Les gens n'ont pas les formations. Du moment où les gens ont les formations, l'homme lui-même, il est bon, il va pouvoir afficher sa sympathie. Combien nous ne médiatisons pas de journalistes congolais ont couvert les cyclones à Zimbabwe? Combien de journalistes congolais ont parlé sur les massacres qui se sont commis contre les peuls au Mali? Combien de gens ont parlé dans les réseaux sociaux? Voilà, mais ça, si les gens en parlent, les citoyens vont pouvoir afficher une sympathie. Mais, vous l'avez dit, incendie, le président de la République française arrête ce qu'il faisait, toutes les chaînes françaises y mettent des boucles, des éditions spéciales, et ces chaînes, vous le savez, sont suivies en Afrique. Du coup, les gens ont l'information et ils affichent une sympathie normalement, parce que c'est l'humain d'abord avant d'être africain ou français, je sais pas, belge. On est humain, donc on a le même type de réaction devant une situation. Voilà, donc c'est à nous de prendre conscience de dire, on va commencer à médiatiser nos problèmes. On va commencer à nous sentir concernés lorsqu'un de nous est en difficulté. Mais depuis 4 ans, les gens étaient massacrés à Beni, mais aucune fois la chaîne nationale avait diffusé des informations. Tout ça aussi, c'est une politique de gouvernement. C'est vrai que la faute nous incombe en partie, mais quand l'État congolais lui-même ne veut pas que l'on médiatise, puisque si mon politique monte j'ose parler de 1 million de morts à l'Est de la République, le ministère de la Communication va me taper du poing sur la table et dire non, ça n'existait pas. Si nos propres autorités nous disent niet, ce massacre n'existe pas, le génocide congolais n'existe pas, comment le journaliste peut aller au-delà de la position gouvernementale, par exemple? Tout ça compte aussi, bienvenue, Matoubé. Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi moi je suis en train de parler avec mes amis ces derniers temps. Nous sommes dans une situation d'apartheid social au Congo. L'apartheid, parce qu'elle est passée, elle est conçue, elle est exécutée pour maintenir les gens dans une prédation et les ont une minorité qui va émerger, qui va interdire aux gens de communiquer sur certaines situations qui frappent les citoyens, mais aussi qui va se retirer et jouir des richesses naturelles du pays. Là, j'exagère. Mais ce qui se passe à Beni, ça pouvait choquer tout le monde. Je ne vois pas pourquoi la RTNC, la chaîne publique, ne pouvait pas diffuser un seul instant pendant 4 ans ce qui s'est passé à l'Est. On n'a même pas besoin de dire que c'est Kabila qui l'a fait tuer ou bien c'est n'a pas besoin. Mais montrer quand même aux gens de Kassai, aux gens de Matadi qu'à Beni, il y a des gens qui sont en train d'être massacrés. Mais cela n'a jamais été fait. Mais pourquoi vous voulez qu'un citoyen de Matadi soit concerné par le drame qui se passe à Beni s'il n'a pas les formations? Comment vous voulez-vous? Donc le problème ici c'est l'information. L'information c'est le pouvoir, c'est la puissance. Et celui qui n'a pas les formations n'existe pas. Ça c'est Kitima qui le disait quand il le disait. Et je suis d'accord avec lui. Les formations relèvent de l'existentiel.
Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons les formations. Et donc, il faut qu'on partage suffisamment les formations. Et le gouvernement, j'espère que celui qui va venir, va pouvoir laisser la presse faire son travail, va vous accorder plus de moyens, plus de liberté pour informer le peuple et pour changer le peuple. Tout à l'heure, j'étais avec votre confrère, je lui disais, pourquoi est-ce que aux environs de l'hôpital Mamayemo, il y a un marché de cercueils, mais ça n'a jamais choqué personne. Il n'y a jamais un reportage qui a été fait pour nous démontrer que devant un hôpital, il ne devait pas y avoir de cercueil. Psychologiquement, ça affecte les malades qui viennent. Voyez-vous, et donc on peut aller plus loin dans l'analyse. Il risque de sortir dans cette histoire. Oui, mais pourquoi ça n'a jamais choqué l'opinion? Parce qu'il n'y a personne qui en parle. Mais s'il y a un journaliste qui consacre son reportage pour montrer il y a ça, on essaie de voir comment ça se passe ailleurs, délocaliser un peu, ça va susciter les réactions. Mais on n'en parle pas. Donc l'information, c'est le pouvoir. Il faut qu'on accorde des moyens aux journalistes, qu'on accorde des moyens à des chaînes pour nous informer davantage et que le gouvernement vous laisse faire votre travail. Fatimétrie, nous y revenons, les mouvements citoyens, il y a eu alternance et beaucoup de gens vous reprochent, vous de la lucha, de ne pas soutenir le chef de l'État. Vous vous êtes battu sous le régime de Kabila pour l'alternance. L'alternance est là, mais on dit non, la lucha est toujours là pour critiquer. D'ailleurs, Paulette Kimuntu aussi en fait partie. Nous sommes toujours là pour critiquer, jamais dire quelque chose de bon. Est-ce que vous ne devez pas muter un tout petit peu? L'alternance est là, bienvenue maintenant. Soutenez le chef de l'État et vous avez créé la fatimétrie. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ce concept qui est tout le temps là, on dirait, en train de contrôler les actions et les activités du chef de l'État. Mais pourquoi tout le monde doit être obligé de soutenir le chef d'État? Pourquoi le chef d'État doit avoir notre soutien pour faire son travail? Nous sommes des citoyens. Nous ne sommes pas déjà de l'IDPS. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes des citoyens. Les citoyens n'ont pas... Ma mère n'a pas besoin de soutenir Félix pour qu'il fasse son travail. Je n'ai pas besoin que je dise oui, je soutiens le chef d'État pour qu'il fasse son travail. Mais lorsqu'il ne fait pas ce qui est correct, je dis là, monsieur le président, je ne suis pas d'accord. Et personne ne peut me l'interdire. Donc nous sommes un mouvement citoyen non partisan. Vous n'êtes pas un haineux, parce que c'est ça aujourd'hui, quand on ne soutient pas les actions du chef de l'État, soit on est jaloux, soit on est haineux, soit on est aigri. Non, ce sont des faux débats, ce sont des faux débats. Ce sont des faux débats. C'est manque d'arguments qu'on le dit. Quand on le disait à Kabila, on n'était pas haineux contre Kabila. Parce qu'il ne voulait pas respecter notre constitution, il a mal géré, on lui a dit, on a mal géré. Et moi, je pense sincèrement que Lucha d'abord, de par sa nature, c'est un mouvement non partisan. Donc, ne peut pas prendre position pour une personnalité, pour une institution. On a refusé de soutenir les opposants car on était tous ensemble contre Kabila. On a refusé de soutenir Kabila malgré ses propositions. Donc, nous n'allons pas soutenir Fachi à ta question. Mais nous allons nous rassurer que les promesses qu'il a données sont exécutées et que le peuple se retrouve dans sa gouvernance. Si tel n'est pas le cas, nous allons manifester. On va dire, monsieur le président, vous aviez promis rétablir la paix dans les 100 prochains jours à Beni, il n'y a pas la paix. Dites-nous quel est le problème. Monsieur le président, vous avez promis d'ici septembre, l'éducation sera gratuite. Est-ce que les enfants vont pouvoir étudier gratuitement d'ici septembre? Voilà les débats qui nous intéressent. La fatimétrie, d'où vous est venu ce concept? Et dites-nous un peu, est-ce que vous avez déjà commencé à établir quelque chose dans cette fatimétrie déjà? Oui, la fatimétrie qui est un baromètre de suivi des actions du chef d'État selon les promesses qu'il avait faites lors de la campagne électorale. Donc nous, on s'est assis comme citoyens de surveiller, rappeler au président qu'il avait fait ça. Donc on essaie de recenser les actions qu'il pose ici et là. Après, à un moment donné, on va publier un bulletin, un rapport pour dire les 100 jours du chef de l'État. Pratiquement, pour vous, qu'est-ce qu'il a déjà réalisé, qu'il avait promis lors de la campagne électorale déjà? Qu'est-ce que vous sentez de positif qu'il a déjà fait? Non, ce qui est de positif, c'est qu'il y a une certaine liberté. Nous manifestons, ça qu'on nous arrête, ça qu'on nous interpelle. De positif aussi, c'est que les gens ont libéré la parole. On a vu les premières semaines de son arrivée, les journalistes, les syndicats qui étaient étouffés se sont libérés pour exiger leur salaire, pour exiger les conditions de travail améliorées. Parce que quand même, on sent que cette pression qui était sur les gens est en train d'être élevée et les gens peuvent s'exprimer librement. Après, c'est difficile de l'évaluer du moment où il n'y a pas un gouvernement. Parce que le président... 100 jours, il a parlé de ces 100 jours, donc on peut évaluer ces 100 jours. Oui, on va évaluer les 100 jours. On va évaluer les 100 jours, on verra. Il y a des travaux qui sont en cours, on l'a vu. Nous avons on a des fichiers, on essaie de voir est-ce que ça va bien.
Mais encore une fois, les programmes c'est de 100 jours, donc il faut que nous mettions en place un gouvernement rapidement qui va affronter les vrais problèmes du Congolais. Parce que le Congolais a beaucoup de problèmes et il faut un gouvernement sérieux avec des personnes intègres, déterminées, qui vont mettre en place des politiques volontaristes pour éradiquer ce qui se passe. Il a promis éradiquer la pauvreté et donc il faut des réformes. Et les réformes doivent commencer maintenant, il ne faut pas patienter. Donc je reconnais qu'il est sur la bonne voie, la bonne voie, il est sur les symboles aussi, communier avec le peuple, aller vers ce que Kabila n'a jamais fait. Il est allé vers Kaélé. Oui, il est parti à Kalehe, il a été à Beni, voilà, il a été à Beni, il a été à Goma, il a été à Lubumbashi. Bon, c'est possible communier avec le peuple. Et cette itinérance lui permet de recouvrer sa légitimité d'une façon globale. Parce que bon, Beni, c'était une ville qui ne l'était pas acquise. Du moment où il y va, il affronte les gens, il parle aux gens dans un langage sans des intermédiaires. Il parle directement avec le peuple. Ça montre quand même que petit à petit, il va recouvrer la légitimité et les gens vont être d'accord avec ses actions et vont collaborer avec lui pour que les actions... En Afrique, il y a eu les élections Bienvenue Matumo, où on a senti à un moment l'impact de ces mouvements sociaux, mouvements citoyens, pardon, au Sénégal, par exemple, au Burkina Faso et tout ça. Mais aujourd'hui, on ne les sent plus. Hein. Qu'est-ce que c'est? Parce que vous avez encore des relations avec les citoyens ou d'autres mouvements qui avaient vraiment plus de l'ampleur à un moment en Afrique? Alors, moi, je suis très content que l'Afrique bouge. L'Afrique se révente. Et l'Afrique recherche sa nouvelle identité. Et cette nouvelle identité se passe par les jeunes. Et ce sont les jeunes qui sont porteurs d'une Afrique nouvelle, qui veut une Afrique démocratique, qui veut une Afrique où les peuples sont sans des actions de politique. On a vu ce qui se passe en Algérie. Nous, Loucha, on a soutenu le peuple algérien dans sa quête contre le départ de Bouteflika. Nous avons soutenu la mobilisation au Soudan contre Bachar. Et donc, il est parti, hein. Il est parti et il est en prison. Donc, nous continuons à soutenir toutes les initiatives qui se prennent sur le continent et par les jeunes pour procéder à des petits changements. Et donc, on est là et on a des bons rapports avec Yanamar, avec Balai Citoyen, avec Ina du côté de Tchad. Et moi, à Paris, je suis dans une plateforme avec beaucoup de mouvements panafricains qui sont à Paris et dans leurs pays respectifs. On essaie de se changer, de discuter, d'engager les débats. Parce que ce qui manque aussi en Afrique, c'est les débats. On n'a pas de cadre pour engager les débats, pour savoir quels sont nos problèmes. Et si on a ce cadre de débat, ça nous permet évidemment de nous décoloniser. Et que les gens, la critique reste de dire que non, on veut tous avoir une sympathie pour les Occidentaux, va essayer de cesser parce qu'on se partage des informations, on discute, on se soutient et on affiche de la solidarité lorsque c'est nécessaire. Maintenant, depuis l'année dernière, on a fait l'Université populaire de l'engagement citoyen et à l'issue de cette université populaire, on a créé Afrique qui est une plateforme panafricaine qui se veut porteur des idées de Lumumba, de Thomas Sankara, de Sékou Touré, de tous les pères de l'indépendance, pour voir comment, à ce début du XXIe siècle, mettre en œuvre ces idées et reconstruire l'Afrique selon les avants. Cette idée panafricaniste existe encore aujourd'hui pour les jeunes? Oui, ça existe pour nous les jeunes. C'est important et ça nous permet... Il t'assure à un moment, hein, le panafricanisme... Oui, le panafricanisme a été mené par les acteurs politiques, par les dirigeants, sans le peuple. Mais nous, nous voulons partir par la démarche de bas vers le haut, c'est-à-dire du peuple vers les dirigeants. Et même dans ça, cette année, on va organiser la deuxième université en Accra, au Ghana, où on va éviter aussi des journalistes, on va éviter des professeurs d'université. Achille Mbembe, par exemple, va venir pour essayer de... Oui, moi je l'ai raconté la semaine dernière à Paris. Donc on essaie de les ramener dans les débats pour qu'ils nous donnent la théorie et que les gens comprennent finalement comment est-ce que les Africains, les jeunes surtout, peuvent se mobiliser. Parce que ce continent appartient aux jeunes et c'est nous qui allons gouverner demain. C'est l'avenir. Il y a aussi un autre son de cloche, on m'a dit de vous poser cette question. Comment les jeunes Africains ne se battent pas pour le changement climatique? Moi j'ai vu à Paris, en Belgique, ailleurs, les jeunes Européens qui se lèvent pour dire non au changement climatique. Non, chez nous, les jeunes, on dirait que le changement climatique ne comprennent même pas c'est quoi. Est-ce qu'ils ne sentent même pas l'impact du changement climatique? Est-ce que la lucha parle du changement climatique? Oui, on a fait notre front, hein, comme on l'appelle, donc notre orientation stratégique. Nous, ça passe par ce qu'on appelle les salongo.
Après le changement climatique, c'est un gros concept. Il y a à boire et à manger dedans. Je ne suis pas climato-sceptique. Vous y croyez pas trop? Vous êtes... Non, il y a à boire et à manger dedans. Mais je pense qu'on ne peut pas demander à un peuple qui a faim, qui n'a pas quoi manger, d'aborder des concepts climato-climatiques. Du moment où c'est la mondialisation, on ne peut pas passer outre ça. Oui, mais cette mondialisation nous écrase. Parce que nous ne sommes pas préparés à entrer dans la mondialisation. Et d'ailleurs, ce que je disais hier, je crois, à un des confrères de RFI, le Congo n'est pas prêt à entrer dans la mondialisation. Parce que nous serons écrasés. Et la preuve, c'est que là, nous nous écrasons davantage parce que nous faisons une ouverture économique vers d'autres pays. La preuve, c'est avec Rwandais ou Congolais, sera obligé soit de rabattre les prix ou alors de disparaître tout simplement. De disparaître. Donc, voilà. Le premier vol inaugural a déjà eu lieu. Je ne sais pas si les prix qu'on dit est tout à fait vrai. Je ne sais pas. Je pense 190 dollars de Kigali à Kinshasa et vice-versa. Et chez nous, de Kinshasa vers Goma. Oui, on a jusqu'à les 350 dollars, je ne sais pas, c'est quand même ahurissant. Donc, moi, mon propos, c'est de dire, la question, le débat sur le changement climatique est vrai, il est réel, il faut l'affronter, mais vous n'allez pas l'affronter avec un peuple qui n'a pas quoi manger. Donc, les autorités doivent donner les minimums de vie aux citoyens et mettre en place des politiques environnementales assez fortes. Aller dans les écoles, enseigner aux gens d'abord c'est quoi le changement climatique. Il faut qu'il y ait une éducation environnementale dans nos écoles. Mais il n'y en a pas. Comment en Belgique ou en France, les enfants qui vont dans la rue, parce qu'on les enseigne. J'ai dit climat. Ça se fait chaque jour. Ce que j'ai dit à Bruxelles, ce sont des jeunes gens de 4 ans à 15 ans qui sont dans la rue. Parce qu'évidemment, leur avenir en dépend. Et donc, ils doivent le faire que ça. Et ils ont quoi manger, évidemment. Mais chez nous, on n'a pas quoi manger. Mais je suis d'accord que c'est une question que les gens devaient commencer à aborder dans les écoles, dans les universités, dans notre société globalement. Et cela passe évidemment par l'assainissement de la vie de Kinshasa. Il faut qu'on commence par là. Il faut qu'on commence à assainir la vie de Kinshasa. Le gouverneur espérant. Oui, on l'espère. Et s'il ne le fait pas, nous, il va nous voir sur le chemin pour dire qui est propre. C'est encore qui le gouverneur de la ville de Kinshasa? Gentili Ngobila. Il y aura un Ngobila Machi. C'est ça? Un Ngobila Métri. Non, on ne va pas essayer d'aller plus loin. Mais au moins qu'il soit rassuré. Oui, ça c'est une bonne proposition. Oui, ça peut être une bonne proposition. Pour tout le monde, c'est une bonne façon pour aider le peuple à avoir un peu si les dirigeants sont en train de respecter ce qu'ils proposent. Un Ngobila Métri, c'est pas mal. Mais je ne veux pas terminer cette émission, c'est l'international, sans parler de terrorisme. Hier, j'ai ouvert ma page Facebook, je tombe sur une information, c'est lequel un des mouvements, comment ça s'appelle, terroristes très connus, revendique, c'est quel mouvement? Oh mon Dieu, le nom m'échappe, quand on fait les directs, le nom m'échappe, revendique déjà son attentat en République démocratique du Congo. J'ai eu foi au dos, je me dis, mais on pensait que ça n'arrivait qu'au Soudan international, on pensait que ça n'arrivait qu'en Syrie, que ça n'arrivait qu'en Belgique, les attaques terroristes, et pour la première fois, mais comment le nom m'échappe, mon Dieu, aidez-moi, mais peut-être je trouverai. Aleph Al-Qaïda? Je ne sais pas si c'est Al-Qaïda, c'est ça. Acmi? L'État islamique, merci. L'État islamique, ok. Voilà, l'État islamique revendique un des premiers attentats en République démocratique du Congo. Bienvenue maintenant, ça arrive chez nous. Même si vous dites que nous avons un ventre affamé, c'est ça la mondialisation. On croit que ça se passerait qu'en Syrie, ailleurs et tout ça. Mais l'État islamique du Congo, comment vous allez expliquer ça, vous, de la lucha? Est-ce que c'est je ne sais pas, c'est de la com, est-ce que c'est vraiment réel ou c'est une façon pour les Occidentaux de nous faire peur? Est-ce que l'État islamique est vraiment ici en RDC? Alors moi je pense que j'ai suivi aussi que l'État islamiste a revendiqué une première attaque en RDC, ce qui est une très mauvaise nouvelle. Parce que cela veut dire que la région de Beni, comme va encore perdurer pour beaucoup de violence, et ces gens opèrent par des méthodes très inhumaines. Hein. On a vu comment ils le font ailleurs, décapitation, machin. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la propagande qui s'est faite autour. Parce que les médias congolais ou occidentaux, à fond de scoop, pour, je ne sais pas si c'est pour nous préparer. C'est ça. Je ne sais pas si c'est pour nous préparer, pour dire il faut vous préparer demain, je ne sais pas. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on a fait beaucoup de scoops, alors qu'il y a moyen de les contenir et réformer rapidement notre service de sécurité, l'armée, pour affronter des situations. Mais moi, j'essaie de me situer pour dire, est-ce que, et là je réfléchis avec vous, est-ce que c'est pas, on cherche à déplacer la guerre après l'échec à Syrie?
pour vendre les armes. Mais oui. Ils ont besoin de vendre leurs armes et tout ça. Oui, mais parce que c'est une région déjà assez... Oui, assez fragile. Assez fragile, c'est fragile et tout ça. Donc, ce sera tout à fait normal. Donc, c'est une façon de nous préparer, de dire, attention, l'État islamique peut frapper Béni, peut frapper Goma, peut frapper, je sais pas moi, Butembo. Bon, moi, je suis de ceux qui pensent que la guerre paye mieux que la paix. À certaines personnes. À certaines personnes. Oui, est-ce qu'on appelle, il y a un passé français qui appelle l'économie de la guerre, la conflictualité économique. Et donc, il y a les entrepreneurs de la violence, les gâcheurs de la paix. Ça existe. Et donc, peut-être que comme Syrie est en train de les échapper finalement, ils peuvent vouloir chercher une autre aire géographique où il faut créer la guerre et faire les économies. Mais encore, ça revient au gouvernement congolais d'être vigilant, de mettre en place des politiques, des mesures, réformer la sécurité, changer les généraux. Et à des coups, l'armée doit être préparée à faire face à l'État islamiste. Sinon, encore une fois, moi j'ai horreur parce qu'on va continuer à compter des morts dans la région de Béni et des attentats ciblés seront. Est-ce que la lutte va perdurer après plusieurs gouvernements aujourd'hui? Ou est-ce que vous allez... La lutte existera toujours, même s'il y a changement de gouvernement? C'est ça la question. Oui. Vous allez... Lucha, c'est un mouvement qui va de l'avant. On va rester... L'ambition, c'est de faire de Lucha un cadre où les citoyens peuvent s'exprimer et peuvent demander des comptes. On est dans une stratégie de l'éducation civique. L'éducation civique... Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des politiques qui vous reçoivent, hein, que c'est tel Lucha qui a été reçu par tel Lucha a été... tel mouvement citoyen a été reçu par tel. Est-ce qu'on ne vous en brigade pas aussi? Puisque moi, je vais dire, moi je ne lâche pas, mais moi je dis que la Lucha de Bienvenue Matumo est derrière la Mouka le soutien Lucha de Bienvenue Matumo. Quand vous êtes beaucoup plus en Europe, donc c'est la Mouka qui est derrière vous. Donc est-ce que vous n'êtes pas aussi instrumentalisé? Est-ce que les politiques ne vous financent pas? Bon, les impérialismes, c'est peut-être déjà dépassé, mais aujourd'hui, entre cette guerre entre Kash et la Mouka, où se situe la Lucha? Vous êtes... non, moi je voulais... La Mouka, je suis content pour ces questions rapides et violentes que vous me posez. Parce que les gens, au peur de nous poser ces questions, ils préfèrent les faire dans les réseaux sociaux. Lucha n'est pas influencé et n'est pas manipulé par quelconque courant politique. Et Lucha n'est pas pro la Mouka, n'est pas anti-cash. Non, on ne l'est pas. Lucha, c'est un mouvement qui combat pour les valeurs. Et les valeurs que Lucha a prônées, c'est la valeur de la justice, la vérité. Et dans ce pays, il y a des élections. Ces élections n'ont pas été crédibles. Et quand Lucha dit que les élections n'ont pas été crédibles, ne fait pas de nous des anti ou bien des pros. Et ne fait pas de nous des anti ou bien des anti-louba ou bien des haineux. Non. Il y a eu des élections, n'ont pas été crédibles. Ça a produit du faux. Et on espère que le faux peut aller vers le vrai. Et ça, à lisant comme ça, on ne veut pas mentir. Il y a une réalité de fait. Il y a aussi la vérité. La vérité a été là. Nous avons tous décidé de passer outre la vérité et aller vers la réalité. Et l'évidence que Félix est un président de la République. Mais cela ne fait pas de disant que Félix est ici des élections truquées. Ne fait pas de nous des anti-Félix. Non. Nous disons seulement, on interprète les faits qui se sont passés. Donc, nous, on n'est pas influencé par qui que ce soit. C'est vrai, moi, personnellement, je connais Martin, tout comme je connais Félix. Je connais, je ne sais pas moi, beaucoup de politiciens ici. Et donc, nous sommes finalement dans une arène politique où nous sommes obligés d'interagir avec les acteurs politiques. Mais cela ne fait pas de nous des gars influencés. Nous avons aussi des diplômes pour savoir qu'ici, on ne peut pas prendre. Nous avons des stratégies que nous mettons en place. Et pendant 5 ans, maintenant 7 ans, on s'est maintenu dans un processus aussi délicat, un espace politique violent, mais on s'est maintenu. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que non, Lucha est financé, Lucha n'est pas financé. Mais moi, pour finir cette question, est-ce qu'il y a un politicien, Rolame peut dire que j'ai déjà donné à Lucha même $1 dans ce pays? Ou bien est-ce qu'il y a ce pays occidental qui peut se permettre que moi j'ai déjà donné au mouvement Lucha $1? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous offrez peut-être des facilités pour voyager. Quelqu'un m'a dit de poser cette question. Non, non. Matumo voyage tout le temps, il est tout le temps à Paris. Non, mais je suis congolais. Comment les gens de la lutte voyagent aussi facilement? C'est peut-être les facilités qu'on vous... Non, ça dépend de ce que vous allez faire en Europe. Moi, j'ai obtenu ma bourse comme tout Congolais. J'ai postulé comme tout Congolais. J'ai fait mes examens, concours. Je les ai réussis. J'ai voyagé. Et je reviens quand je finis. Où est le problème? Mais si vous voulez aller en Europe, vous n'avez même pas aucun programme. Pourquoi voulez-vous qu'on vous donne les visas?
Bon, après, c'est pas moi qui décide qui on donne le visa ou pas. Mais l'ambassade, j'imagine, ils ont des raisons valables pour dire vous avez les visas, vous ne l'avez pas. Nous allons vraiment en train d'atterrir, accordez-moi 2 minutes, je ne peux pas terminer cette émission sans parler de la xénophobie qui bat son cœur en Afrique du Sud. Quel est le message de la Loucha par rapport à ces jeunes? Parce que le chef de l'État avait demandé lors de ses précédents voyages à l'extérieur que les gens puissent retourner en République démocratique du Congo, qu'ils puissent venir aider à l'éclosion de la RDC. Vous voyez ce qui se passe en Afrique du Sud avec la xénophobie. Est-ce que pour vous c'est une bonne solution que les gens puissent revenir sur ce retour au bercail? Ça va favoriser quelque chose? Quelle est la position de la Loucha par rapport à ça? Alors d'abord, Loucha condamne la xénophobie et nous travaillons avec nos collègues militaires de l'Afrique du Sud pour dire vous devez interpeller vos gouvernements pour qu'ils mettent en place des mesures pour arrêter la xénophobie. Mais après, on sait que la xénophobie, c'est une germe de l'exclusion sociale. Quand les gens sont pauvres, ils pensent que c'est que les migrants sont à l'origine. Voilà. Maintenant, par rapport au message du président de la République, pour dire qu'il faut que les gens viennent, il faut venir, oui, mais il faut venir pour faire quoi? Il faut qu'il y ait des structures qui offrent des opportunités à tout le monde de venir compétir et d'entrer dans la vie économique, dans les tissus sociaux. Mais s'il n'y a pas cette tissu social, si l'apartheid social continue comme on le vit maintenant, les gens vont vouloir rester ailleurs où ils peuvent gagner quelques aides sociales. Mais s'il n'y a pas. Donc il faut d'abord qu'on organise les pays, qu'on reconstruise les pays. Donc les gens vont venir d'eux-mêmes parce qu'on ne peut pas forcer aussi un citoyen de vivre dans un pays. Ça dépend de la liberté personnelle. Donc nous, on encourage les autorités du Congo de mettre en place des mesures sociales pour encourager les gens et les gens viendront, c'est là qu'ils se sentent en mesure de venir. Bienvenue Matumo de la Loucha. La Loucha, voilà. La Loucha est encore là, il a dit, la Loucha perdurera parce que c'est un mouvement citoyen. La Loucha sera là pour voir un peu si nos politiques respectent en tout cas les promesses qu'ils ont faites. Ce ne sera pas seulement pour le président de la République. Moi d'ailleurs je suggère que ce soit pour les gouverneurs, pour toutes les autorités, mettez les maîtrises partout pour qu'on puisse en tout cas avoir un œil sur nos dirigeants et par rapport aux médias, qu'on nous laisse en tout cas la liberté de nous informer. D'informer parce qu'on est aussi bloqué, les moyens, tout est question de moyens aussi. Je leur ai dit, je fais un peu ma propre avocate, on n'a pas les moyens, Colette Kimuntu n'a pas les moyens d'aller à Béni ou à Kahele pour filmer, mais France 24 là, il faut aussi essayer de comprendre, peut-être la RTNC, la chaîne mère, peut avoir les possibilités aussi de mettre les moyens, de faire concurrence avec les autres chaînes étrangères pour permettre à la population d'être informée. Et voilà, parce qu'on nous reproche, nous les médias, de ne pas faire notre travail et que les Africains sont beaucoup plus colonisés. Et c'est ça la réalité, parce que nous sommes submergés par les chaînes étrangères et voilà, cette empathie viendra parce que nous ne regardons que France 24, TV5 et autres. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission. Merci à Bienvenue Matumo de la Loucha et à ses amis. Merci à toute l'équipe technique. Merci à tous nos followers sur les réseaux sociaux. L'International est là, faire cette petite étude comparative. Et on se retrouvera la semaine prochaine avec plaisir.